Tu dors mal ou tu te réveilles fatigué, même après 8 heures de sommeil? On pense souvent que le sommeil, c'est juste une affaire d'hygiène de vie, se coucher plus tôt, éviter les écrans et compagnie. Mais pour Cédric, il ne s'agit pas que de ça. Alors, si tu veux en savoir plus sur le sommeil, reste à l'écoute et je dis bonjour à Cédric. Bonjour Erika. Bienvenue. Merci et belle présentation. J'aime bien. Ça va, ça te plaît? Ouais, je trouve que c'est pas mal amené parce que il faut qu'on casse des préjugés sur le sommeil. Oui, oui. On va taper un peu dessus sur tout ce que les gens pensent et on passe à côté de notre sommeil, de notre énergie. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu en dehors de ton activité, déjà? Est-ce que tu veux un passif de tout ce que j'ai fait dans ma vie ou est-ce que je te fais juste une présentation, marié, 3 enfants, 2 chiens, Un petit peu plus quand même. un petit peu Donne-nous un peu plus. à manger. Ouais, ok. Allez, on va commencer à 18 ans. Moi, je veux sauver le monde à 18 ans. Je deviens militaire. Pendant 3 ans, c'est une catastrophe. Je déteste ça. Du coup, je fais un BTS. Je trouve ma femme entre-temps. euh, et je pars dans les assurances pendant 14 ans. Où je veux encore sauver des gens. Donc, je sauve des gens en étant délégué du personnel. Et ensuite, je suis devenu pompier volontaire pendant 5 ans. Hmm. Et à un moment, il y a une rupture. Il y a un truc où tu te dis, mais je veux aller plus loin. Et là, bah, on négocie une rupture conventionnelle avec mon employeur. Après 14 années de bons et loyaux services. Et c'est là où je me suis lancé dans le coaching naturopathique. Pour changer de D'accord. vie. Et comment tu as découvert ça? Le coaching naturopathique, Yes. bah, en fait, quand je cherchais, je réfléchissais à ce que je pouvais faire. Moi, j'adorais par exemple l'ostéopathie, mais l'ostéopathie, c'est 3 ans et 50 000 euros. C'est compliqué quand on a un loyer à payer. Hmm. Et j'ai un pote qui me dit, oh, la naturopathie. Je lui dis, mais t'es fou ou quoi? Moi, les huiles essentielles, les sels, il n'y a rien à Allez, faire. cliché. Les clichés, je tombe dans les clichés. Et après, comme je suis des fois un peu borné, mais je réfléchis un peu, j'ai regardé en fait la naturopathie quand j'ai compris que c'était une prise en compte intégrale d'un être humain de manière holistique. Et moi d'ailleurs, holistique, ça rimait avec mystique avant, si tu veux. C'est genre, ouais, Ouais, on va faire ouais. des trucs avec la lune. Non, non. Quand j'ai compris que c'était holistique, qu'à la fois on allait parler d'activité physique, de mental, de gestion du stress, de sommeil, d'alimentation, ça a fait sens. Et les gens autour de moi m'ont dit, mais Cédric, ça fait des années que tu nous bassines avec ça. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, je me suis formé pour avoir les outils et pour apporter vraiment des solutions qui sont personnalisées et qui ne sont pas simplement celles que j'ai testées. Ok. Et pourquoi le sommeil alors? Pourquoi le sommeil, en fait un petit peu comme... c'est une rencontre. Voilà, on va le dire, c'est une rencontre. Je me suis formé en langue des signes parce que je voulais découvrir cette langue et c'est un univers. Et j'ai rencontré une personne qui était insomniaque depuis une quarantaine d'années. Et là, en rigolant, je lui dis, écoute, moi je suis coach naturopathe, je suis spécialisé en neurosciences, viens, on travaille le sommeil. Et le mec m'a dit, viens, on essaye. Et j'ai découvert un monde. Ceux qui dorment pas, c'est un monde qui est énorme. Ça parle de couverture lestée, ça parle de cohérence cardiaque, ça parle de réveil qui te font une lumière, qui pulse une lumière pour t'aider à t'endormir. C'était un monde qui était vraiment à part. Hmm. Et ce mec-là, au bout de 3 mois, bah, quand il allait se coucher, il s'endormait tout de suite. Et il avait essayé des trucs que je ne connaissais même pas. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, waouh, c'est génial, donc je vais étudier un peu plus le sommeil, je vais aller voir plus loin, ce que j'avais fait pendant mon accompagnement. Et en fait, je me suis rendu compte que on n'a pas un seul indicateur corporel qui ne soit pas influencé de manière positive par le sommeil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de dire que ta peau, elle va pas avoir des variations si tu dors ou si tu dors pas. Elle aura forcément des variations positives. Hmm. Ta glycémie, ton stress, ton envie de manger, tout est influencé par le sommeil. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit mais on a quelque chose à faire parce que aujourd'hui, si t'es gros, c'est peut-être que tu dors pas. Aujourd'hui, si t'es stressé, c'est peut-être que tu dors pas. Si tu développes certaines maladies, c'est parce que tu dors pas. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit non mais Cédric, il faut que tu fasses quelque chose. T'as déjà aidé une personne, tu peux en aider d'autres. Hmm. Et juste fais prendre conscience aux gens de l'importance parce que tout le monde n'a pas besoin de moi. Mais quand les gens me disent j'ai besoin de dormir 6 heures, c'est une connerie. C'est une connerie parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont besoin de dormir 6 heures, c'est 1% de la population. Et moi, j'ai rencontré des centaines d'entrepreneurs, plus de 300 à 400 entrepreneurs dans mon coin. Je rencontre toujours le 1% de la population. C'est magnifique, ils sont tous regroupés ensemble. Parce qu'ils sont là, oui, mais bon. Et quand tu leur poses la question, tu dis, bah, le matin, est-ce que tu te dis que tu perds ton temps si tu restes dans ton lit? Oui, bah déjà, on est sur un problème. Parce que ça veut dire que tu n'es pas capable de rester, de te reposer. Ah tiens, j'ai du mal à aller me coucher. Tu vois, c'est plein de petites problématiques qui me font dire qu'en fait, tu as besoin de plus. Et quand les gens testent plus, en général, c'est, ah, je suis plus en forme, je me sens mieux.
Voilà, tu vois, tu m'as emballé, je suis parti tout de suite sur le sujet, hein, désolé. Ouais, super, super. C'est bien, j'aime bien les gens emballés. Ah, tu vas pas être déçu. On va essayer de se canaliser parce que sinon je te balance tout, hein, y a pas de... Ça marche. Donc voilà, c'est une rencontre et ça a fait qu'après je me suis spécialisé là-dedans et les résultats que j'obtiens me font kiffer. Voilà. Ouais. Et plus j'étudie le sujet et plus j'en découvre et plus je... Voilà. Mais justement, c'est quoi les phrases qu'on te dit le plus souvent? Soit quand les gens viennent vers toi, soit quand tu les rencontres dans d'autres circonstances. La phrase qui est une croyance limitante, donc la croyance limitante, c'est quelque chose que tu dis à ton cerveau et ton cerveau dit bah ok, puisque c'est comme ça, on va pas changer. C'est ah non, c'est mon rythme. Ah, moi, j'ai toujours fait comme ça. Et j'adore ces phrases-là. Moi, j'ai rencontré une personne, elle dormait 4 heures par nuit. Et elle me dit non, non, mais je me suis adapté, c'est mon rythme, ça me va. Et je dis essaye 2 heures de plus. Il a essayé 2 heures de plus et il me dit waouh, ça fait du bien quand même. Parce que la vraie problématique du sommeil, c'est que ton cerveau, pour une partie d'entre nous, quand il est privé de sommeil, il s'habitue. Et quand tu dors plus, il dit ah, ça fait du bien. Mais si tu dors 6 heures pendant 3 mois, il verra pas la différence. Sauf que de temps en temps, tu vas faire une grosse nuit de 8-9 heures où ton corps il va dire là, j'en ai ras le bol. Et c'est aussi un indicateur. C'est-à-dire que les gens qui me disent ouais, moi je dors 6 heures, mais le week-end c'est 8 heures. Ça veut dire que tes 6 heures, c'est pas assez. Mais s'ils sont pas fatigués, s'ils se sentent pas fatigués. S'ils se sentent pas fatigués, alors il y en a des questions aussi. On a un questionnaire qui existe, qui est un questionnaire américain, qui en 5 questions permet de déterminer la qualité de leur sommeil. Dormir à heure régulière, le taux de concentration, etc. Et ça permet de le faire. Le problème, c'est que s'ils sont pas conscients de ça, parce qu'on est souvent coupé de nos émotions aujourd'hui dans cette société, les émotions, on les a toujours mis de côté, on nous a jamais expliqué comment les gérer. Donc des fois, les gens disent non, mais ça va. Bah oui, je te parle à toi, Erika, les émotions, clairement. C'est quoi ça? Ah, c'est de la colère. Non, c'est de la frustration. Viens, on en parle, viens, on discute. Ouais. C'est important de mettre les bons mots sur les bonnes émotions. Et ces personnes-là, à partir du moment où eux sont pas conscients de ça, ils vont pas vouloir le changer. Mais c'est pas grave, parce que le corps, lui, il va nous faire payer le prix à un moment ou à un autre. Donc, moi, je suis pas fatigué, moi, ça va, mais dès qu'on se dit, je vais rester dans mon lit, c'est perdre du temps, j'ai du mal à aller me coucher, ben, on est sur ces genres de problématiques. Mais tu décris pas mal les hyperactifs, en fait. Le côté je lutte pour aller me coucher, je perds du temps quand je dors. Ça correspond pas mal, quand même. Non, là, t'attaques un sujet qui est ultra dur. Moi, je me bats contre les étiquettes. Je rencontre trop de gens qui se servent d'une étiquette pour que ce soit une excuse. Très bien, elle fait la tête, elle dit non, je suis pas d'accord. Non, je t'explique, parce que moi, je l'ai su bien après. Mais j'ai toujours eu ce sommeil. Donc, c'est pas l'étiquette TDAH qui a fait le sommeil, c'est le sommeil. Enfin, c'est pas le sommeil qui a permis de le comprendre, mais je comprends mieux maintenant pourquoi. Pourquoi? Eh ben, ce qui est intéressant, Erika, c'est qu'une partie des TDAH dorment 8 heures. Donc, la question, c'est de se dire, puisqu'on parle des TDAH, est-ce que le fait d'être TDAH va jouer sur ton sommeil? Ou est-ce que c'est parce que tu es incapable de mettre on-off sur ton cerveau? Et en fait, c'est deux choses qui sont un petit peu différentes. C'est-à-dire que je vais revenir juste sur les étiquettes pour t'expliquer et après on reparle des TDAH. Certaines personnes trouvent des étiquettes en disant je suis hyperactif, par exemple, je suis incapable de m'arrêter. Et quand tu creuses un petit peu l'hyperactivité, par exemple, chez les enfants, ils se rendent compte que c'est un trouble musculaire. C'est-à-dire que rester assis dans une position inconfortable, c'est ça l'hyperactivité. C'est-à-dire qu'eux, ils restent assis et ça les démange. Et ça, c'est OK. Mais trop de gens sont là en train de dire « Ouais, mais moi, je suis comme ça. Moi, j'ai trouvé une étude sur L+, à la fin, après le mot croisé, et je sais que... » En fait, moi, je veux bien qu'il y ait des diagnostics, et au contraire. Et en plus, les TDAH, faites un diagnostic. Arrêtez de vous mettre des étiquettes, parce que c'est très facile, mais faites un diagnostic qui pourrait vous aider avec des vraies solutions. Maintenant, les TDAH, je crois que c'est la Ritaline que vous prenez comme... Ritaline, ouais. Ritaline. Et ben en fait, on se rend compte que ce médicament, il est utilisé aussi pour tout ce qui est narcolepsie. Parce que c'est plutôt quelque chose qui va réguler la sérotonine. La sérotonine, c'est un peu l'ennemi de la mélatonine. Donc là, moi, j'ai un TDAH dans mon environnement, avec qui j'aimerais beaucoup travailler, et on est en train de voir ça, pour essayer justement de voir comment casser un peu cet effet de la Ritaline, pour amener plus de mélatonine et plus de sommeil. J'ai pas des réponses pour tout le monde, mais certains TDAH arrivent à dormir. Donc maintenant, est-ce que c'est une question de clé? Est-ce que si tu avais les bonnes clés, tu dormirais plus? Et c'est toujours comme ça que je me pose la question. Ça veut pas dire que ça marche pour tout le monde, hein, mais je pense qu'il y a une partie qui pourrait, par les bonnes clés, avoir un meilleur sommeil. Avec par exemple cet overthinking qu'on vient casser, avec d'autres exercices. Je suis en travail sur lui, et après j'adorerais développer ça auprès des personnes qui ont ce type de profil, parce que
On a une phrase que nous, on avait à l'armée qui est très importante, c'est le terrain commande. On peut mettre toutes les étiquettes qu'on veut, mais quel est ton quotidien? Comment on change ça? Et est-ce que cette maladie, à quel moment elle est bloquante? À quel moment, enfin, cette pathologie, on ne peut pas forcément parler de maladie, à quel moment on peut s'en passer et dire, ok, ta journée c'était super et maintenant tu dors. Ça fait partie des problématiques et si tu veux aujourd'hui, encore une fois, dire, je suis TDAH, je ne dors pas, peut-être, mais certains arrivent à dormir. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Et c'est ça qui m'intéresse de dire, est-ce que ça s'appliquerait à tout le monde? Peut-être, peut-être pas. Là, j'ai pas la réponse. Et seule l'expérience pourra me dire, bah, on y arrive ou on n'y arrive pas. Après, je pense qu'il y a autant de types de TDAH différents, enfin en tout cas de fonctionnements différents que de personnes aussi. Hein. Ah, c'est aussi une problématique que tu touches du doigt. Les gens souvent me disent, mais comment tu fais, Cédric? Bah, je dis le lundi, tu vas danser sous la pleine lune. Mardi, tu mets des feuilles de laurier sous ton oreiller. Non. Moi, je pars de la personne. Je dis, bah, t'en es où? T'en es où avec le stress? T'en es où dans ta vie? Est-ce qu'elle est belle, ta vie? Ça, c'est une question que les gens ne posent pas. Mais si ta vie, elle n'est pas belle, tes nuits peuvent pas être belles. Moi, j'ai environ 22 à 23 questions avant même qu'on commence la première séance. Qui permettent de savoir où est-ce que tu te situes. Et pour moi, c'est des indicateurs qui, en touchant certains indicateurs, vont amener des résultats. Donc, c'est pour ça que j'ai pas de solution définie. Et quand les gens me disent ça, moi je suis là, ça va dépendre de toi. Bah, tu fais du coaching, quoi, en fait. Hein. On n'a jamais de solution définie. Bah ouais, mais il faut le Dans le dire quand même, coaching. parce que des fois j'ai des scribes. Donc les scribes, c'est les personnes avec qui je travaille, parce que je considère que je leur donne toutes les clés pour gérer leur santé. Ils savent comment ça fonctionne. C'est mon objectif. Quand tu viens avec moi, c'est que tu as atteint ton objectif, on se dit au revoir et tout le monde est content. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tous un mode de fonctionnement différent, même si notre cerveau est calibré sur certains trucs très communs, d'accord? On peut parler des émotions, mais c'est important de comprendre et de dire, bon ok, toi, qu'est-ce que tu as besoin pour mieux dormir? Parce que certains, ça va être du sport, certains, ça va être du yoga, d'autres de la méditation, et ça, c'est des trucs basiques. Mais quand tu vois l'alimentation et que tu te rends compte que l'alimentation, elle est trop riche, par exemple, trop pauvre en tryptophane, qui est un précurseur de la sérotonine, parce que la sérotonine est précurseur de la mélatonine, bah, c'est une approche qui est globale et qui nous permet d'avoir des résultats. Quand tu comprends le fonctionnement des hormones, et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est... Oui, non, voilà, c'est pas tout est l'objectif. lié en fait. Tout est lié. Bonne alimentation, bonne sérotonine, parce que si tu as une sérotonine qui est trop basse, parce que tu as un cortisol trop haut, parce que le stress te fatigue, mais te permet pas de mieux dormir, c'est un ensemble. Donc c'est des indicateurs qu'on baisse jusqu'à ce qu'on trouve la bonne clé, qu'à un moment ça... Oh, j'ai bien dormi 8 heures, Cédric. Ok, tu l'as fait une fois, on va le faire 2, 3, 4, 5 fois maintenant. C'est ça l'objectif. Ok. Est-ce qu'il y a un profil type de personnes qui viennent te voir? Non. C'est intéressant parce qu'en fonction de mon canal de communication, je ne tombe pas sur les mêmes personnes. L'avantage, c'est qu'en parlant de sommeil, je parle à beaucoup de gens et j'ai des problématiques diverses et variées. Et ça, pour un coach, c'est du pain béni. Bah oui. On adore. T'es là, tu fais, ah, c'est quoi ton problème? Ah oui, on va essayer de le faire et tout. Voilà, le défi. C'est ça, on est en mode Frankenstein. Attends, et si je te donne ça, qu'est-ce qui se passe et tout. Et ce qui est rigolo, c'est que des fois, j'ai des bénéfices non attendus. J'ai une personne, elle m'explique que grâce à mon accompagnement, elle a à nouveau des érections. Donc toi, t'es là, tu fais, ah, c'était pas prévu, tu m'en avais pas parlé d'ailleurs. Donc toi, t'es content. Et j'ai une personne, par exemple, qui était suspectée d'avoir une spondylarthrite ankylosante. Donc si tu veux, pour expliquer, c'est que toutes tes articulations te font mal. Elle se réveillait, elle avait l'impression qu'on lui avait roulé dessus avec un rouleau compresseur. Et du coup, bah, elle pouvait même pas toucher ses omoplates. Elle en était incapable. Donc, on a travaillé ensemble. Un jour, elle m'a dit, écoute, Cédric, j'ai retrouvé de la mobilité, je peux me mettre à 4 pattes. Je dis, écoute, c'est un peu gênant quand tu me parles de mobilité. Voilà, mais ok, c'est ton truc. Mais aujourd'hui, elle va à la salle de sport. Elle dort bien et elle s'éclate. Donc, si tu veux, j'ai des profils qui sont différents. Mais la naturopathie, en approche globale, elle aide à beaucoup de problèmes. Pour te donner juste une idée, si tu dors mal pendant une semaine, tu fais une analyse de sang, on dirait que tu fais du prédiabète. Donc, tu peux être considéré comme malade alors que juste ton problème, c'est le sommeil. Effectivement. Et c'est quoi qui les fait passer à l'action, qui les fait te contacter? C'est à quel moment ils se disent « Ah là, j'ai vraiment besoin d'aide ». C'est quand ils comprennent qu'il y a des gens qui peuvent les aider sur le sommeil. En fait, c'est une prise de conscience quand je leur parle. C'est-à-dire que le sommeil n'est jamais un truc où ils y pensent en premier. C'est la fatigue, le manque d'énergie, le manque de concentration. Donc c'est ça qui leur donne envie de se dire, mais en fait, pourquoi? Ah ouais, je dors 6 heures, ah ouais, c'est pas top. Puis je me réveille 2-3 fois dans la nuit. Donc j'ai beaucoup de personnes qui, lors de rencontres entrepreneuriales, par exemple, elles me disent, mais attends, tu fais ça?
viens, on se rencontre. Viens, on discute et viens, on échange. Et c'est là où ça se fait. En fait, j'essaye, et c'est un de mes premiers rôles que je me suis donné, c'est prenez conscience. Juste prenez conscience. Vous n'avez peut-être pas besoin de moi, et tant mieux. Mais prenez conscience de l'importance du sommeil. C'est ça, prendre conscience de l'importance. Est-ce que tu arrives à repérer des vraies causes profondes? Oui, ça va plutôt être quoi, en général? Alors, avant de te parler des causes, je vais te parler de mon cas. Et moi, j'aime bien parler du bouton on-off. Là, je m'adresse à vous, mesdames. Vous avez forcément un mari qui, tout de suite, vous dit « Ah, bonne nuit !» et il s'endort tout de suite. Il se pose pas la question. Ah non, mais les hommes, c'est impressionnant. Hein. Alors, c'est peut-être un problème de charge mentale. Voilà, je pose ça là. C'est impressionnant. Ça m'a toujours mis sur le derrière. De me dire, waouh, mais comment ils font, quoi? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce bouton on-off, il existe pour tout le monde. Et moi, je te donne un exemple. Je joue à la console. J'adore les jeux vidéo. Je joue à la console. On rigole avec les potes. Je vais me coucher, je me brosse les dents. Je regarde TikTok. Parce que j'ai des chaînes, je les adore. C'est des trucs qui sont plutôt de l'information et j'adore ça. Je vais me coucher, je m'endors tout de suite. Ouais, mais t'es un homme. Je suis un homme. Alors, très bien, c'est pas mon joker dans un monde égalitaire. Non, ça marche pas là. Ça marche pas. Non, c'est pour te dire qu'en fait, on peut mettre en place des routines, on peut mettre en place plein de systèmes. Il y a des gens, je leur fais mettre des routines. Il y a d'autres et je leur dégomme leur routine. Ça va dépendre. Mais la question, c'est, est-ce que tu sais ce qui se passe quand tu t'endors? Moi, quand je me couchais à partir de 12-13 ans, je me disais, quelle est la dernière pensée que j'ai avant de m'endormir? Et c'est très frustrant parce que le matin, tu dis, qu'est-ce que j'ai pensé avant de dormir? Et tu sais que c'était pas cette phrase-là. Donc tu es là, tu fais, mais qu'est-ce que j'ai pensé? Et en fait, à un moment, personnellement, moi, j'ai détecté la façon dont mon cerveau s'éteignait, en quelque sorte. Alors, ça doit être très visuel, puisqu'on n'a pas directement de capteur dans le cerveau. Mais une fois que j'ai mis ça en place, ça part tout de suite. Pour certaines personnes, on va travailler sur le corps. Le corps va envoyer le message de dire, c'est l'heure de se coucher, ce qu'on appelle la congruence physique. Si ton corps, par exemple, c'est un exercice qu'on peut faire, on rentre les épaules, on se met devant et on baisse la tête en pensant à des idées négatives, ça va nous impacter. On fait la même chose en ayant les épaules redressées, le menton fier, un grand sourire et en pensant aux mêmes idées, ça n'a pas le même impact. Donc moi, mon travail, des fois, c'est juste de savoir est-ce qu'on va passer par le corps ou par ton esprit. Et pour revenir à ta première question, qui était, est-ce que j'ai détecté un truc chez les gens, c'est ça? Je ne sais plus. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est les causes profondes en fait dont ils n'ont pas forcément conscience qui les empêchent de dormir. Parce que quelquefois on se dit oui, c'est à cause de ça, et puis j'imagine que tu trouves d'autres choses derrière. Si tu veux, on pourrait sortir 3 thématiques principales sur les problématiques que rencontrent les gens. Je m'aime pas et j'aime pas cette vie. D'accord? C'est un truc que je rencontre souvent. En fait, surtout vous, mesdames, vous avez été élevées dans une société où on vous a dit de dire non, j'aime pas, mais j'aime bien. Je vais dire que j'aime bien. D'accord? Ils ont fait une expérience avec des petits garçons et des petites filles. Ils ont donné des yaourts. Et dans les yaourts, ils ont mis du sel. Les petits garçons, ils ont goûté, ils ont fait oh, c'est dégueulasse. Les petites filles, elles ont fait une sale tête. Elles ont fait c'est bon. Donc déjà, il y a la place de la personne. Est-ce que la personne est alignée avec elle-même? Est-ce qu'elle est à sa place? Est-ce qu'elle est capable de dire non alors qu'elle a envie de dire non? Donc ça, c'est ultra important. C'est être aligné avec soi-même, c'est s'aimer. Une autre chose, c'est l'overthinking. Et dedans, je vais mettre 2 choses en même temps. Overthinking, charge mentale. D'accord? La charge mentale, c'est toutes les choses que tu as à faire. L'overthinking, on le distingue plus sur tout ce qui est plus ton passé. Tiens, tu te souviens, en 5e, Camille, comment mal parler? Moi, voilà ce que je lui dirais. C'est ça. Voilà. Ça, c'est une super clé qui est très efficace. C'est le pardon. C'est accepter ce qui s'est passé et ne plus y revenir. C'est clair. Et ça, c'est un super pas en avant parce que du coup, la personne arrête de penser à des trucs et après, on travaille là-dessus. Maintenant, après, en allant chercher sur le corps, on peut trouver d'autres raisons. Par exemple, si tu as des douleurs digestives, ça envoie des signaux à ton cerveau et c'est en quelque sorte comme si toutes les 10 minutes... Ouais. Et là, ça vient créer directement une surcharge dans ton cerveau, un stress supplémentaire. Donc des fois, c'est le corps qu'il faut venir détendre pour améliorer le sommeil. C'est vrai que c'est un truc qui marche super bien sur moi, c'est le scan corporel où je passe pas à la zone suivante tant que la première n'est pas détendue. Et ça, en général, je m'endors avant d'arriver à la tête. Donc tu es en fait sur une visualisation où tu vas détendre ton corps. Ouais. En plus, tu vas être hyper focus, c'est-à-dire que tu vas te concentrer sur un truc.
Non, je pars tout le temps, mais à chaque fois que je pars, je reviens. Enfin, c'est une méditation, scan, un peu tout ça, quoi. Tu vois, à chaque fois. Non, là, je suis partie dans mes pensées. Allez, je reviens. J'en étais où? Ouais, donc Ça marche bien. ouais, t'es en visualisation, méditation. Ça dure combien de temps? T'as une idée ou pas? Aucune idée. Et ça fait combien de temps que tu l'as mis en place? 1 an ou 2, je sais pas. D'accord. Je saurais pas te dire. Ben, c'est une très bonne technique. Ce qui est intéressant, c'est que les gens que je rencontre, bah, ils ont essayé plein de techniques. Et ce que j'aime bien leur rappeler, c'est la question, c'est pas la technique, c'est quelle est la première étape que tu dois faire. Par exemple, on parle beaucoup de méditation, visualisation, cohérence cardiaque. C'est des trucs qui sont super bien pour se détendre, mais ça convient pas à tout le monde. Donc, quelle est la première étape? Est-ce que finalement, moi j'ai des gens, ils préfèrent faire une séance de yoga pour se détendre, plutôt qu'une visualisation, parce que eux, le mouvement de leur corps leur permet plus de se détendre, alors que pour d'autres, ça va les énerver. Donc c'est intéressant comme technique, et je pense que ça peut aider certaines personnes. L'avantage, c'est que une fois que tu as compris comment ça marche, et que si tu arrives à capter comment ton cerveau se décroche, ça dure de moins en moins longtemps. J'ai une personne que j'ai accompagnée, on a constaté qu'elle avait besoin de 30 minutes le soir pour décompresser de la journée, juste pour dire oh, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, voilà, et là elle s'endort. Le problème, c'est quand tu commences au moment où tu dois t'endormir, tu as raté entre guillemets ton cycle de sommeil, tu pars sur 1h30, le bordel. Donc elle le faisait avant. 4 mois plus tard, elle a besoin plus que de 5 minutes. Parce que son cerveau a capté, elle dit non, mais finalement c'est bon. Et là, ça fait du bien. Ben moi, je vais me coucher quand vraiment je dois mettre des allumettes pour tenir mes yeux. Attends, Erika. Ça doit te rendre fou. Non, non. Alors, ce que tu partages est quelque chose d'extrêmement intéressant et ça va peut-être te parler. Aujourd'hui, je rencontre cette problématique. Imagine ton cerveau, c'est un bébé, ok? C'est un gros bébé, ouais, ouais. Et toute la journée, tu dis à ton bébé, vas-y, on fait ça, vas-y, on fait ça, vas-y. Il bosse comme un dingue. Il s'occupe des enfants, il s'occupe du repas. Il est comme un ouf, le bébé. Il a dit, putain, j'ai fait tout ça. Et à un moment, il est 21h, tu commences à être fatigué. Mais le bébé, là, il dit, oh, oh, Erika, moi, je vais en profiter. C'est mon Ben oui. Et du coup, il veut pas aller se coucher parce qu'il n'a pas eu ses moments dans la journée. Tu vois? C'est ce qu'on appelle voler sa journée. En fait, on s'est volé sa journée. Ça se voit surtout sur des personnes qui ont un boulot qu'ils n'aiment pas du tout et qui aujourd'hui fait que ah, comment ça? Voilà. Et c'est pour ça que là, dans ce cas-là, c'est pas forcément ton cas. Non, non, non. Dans ce cas-là, je recommande plutôt d'avoir des pauses, des moments loisirs, des temps à soi. Et surtout quand on est entrepreneur, on est en train de bosser comme des dingues pour que le business marche. Et on sait que plus on met d'efforts, plus on a des résultats. Mais le problème, c'est que on n'a pas des moments à soi. Et des fois, on a des moments à soi et on n'en prend même pas conscience. Moi, c'est surtout que je suis chronotype loup. Je suis très efficace la nuit. Sauf que quand t'as des gamins, bah, tu peux pas suivre le moment où t'es plein d'idées, plein de trucs, là, le soir, là, où enfin t'as la capacité de concentration. Et que... Parce que moi, si j'ai pas mes enfants, je me couche à 4 heures, je me lève à 11 heures, je suis parfaite, hein, c'est nickel. Hein. Mais quand je les ai, c'est un peu plus tôt. Mais il y a plein de choses, et en même temps, ça s'expliquerait à ce qu'une partie de nos ancêtres, en fait, on a deux types, en gros. On a deux morphotypes, ceux qui se couchent tôt, ceux qui se couchent très tard. Et au milieu, tu as les moyens, d'accord? Les moyens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas ces morphotypes, ils sont pas gravés dans le marbre. On peut les changer, d'accord? On peut les modifier, le corps peut s'adapter. Et ça viendrait de nos ancêtres, où une partie de la tribu veillait, entre guillemets, en début de nuit, et l'autre veillait plus en fin de nuit. Ce qui laisse très peu de temps dans la nuit où on est susceptible d'être affaibli. Donc ça viendrait de ça, cette histoire de morphotype où plutôt couche tôt, plutôt milieu et plutôt couche tard. Et souvent les artistes d'ailleurs que j'ai rencontrés et à qui je demande sont plutôt des couches tard. Ils sont vachement productifs à 18h. C'est ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui cette société, elle ne nous permet pas de faire ça. Je sais pas si tu te souviens, on avait un président qui avait dit ouais, on va adapter l'école pour le rythme des enfants. Mais tant que tu n'adaptes pas le rythme pour les parents, en disant les gars, je peux commencer la journée à 10h et je finis à 20h, ça ne peut pas fonctionner. Et du coup, tu es moins bon. Tu es beaucoup moins bon au travail. Et même ça a des conséquences sur ta santé aussi. Ouais. Parce que tu es obligé de te lever à 1h, mais du coup, tu t'es couché tard, tu n'as pas suffisamment ton sommeil. Mais clairement, enfin, l'explication me paraît assez logique en soi. C'est des questions que les gens se posent aussi. Et c'est des trucs où... moi, j'aime pas trop parler de ça parce que, encore une fois, on n'a pas la société qui est adaptée. Moi, j'adorerais. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens fassent la sieste tous les midis. Et si t'as pas besoin à midi, puisque tu t'es levé à 11h, toi, c'est peut-être à 18h que tu as besoin de cette sieste. Ouais, plus. Ouais. Tu vois? Et c'est OK. C'est OK. Mais en fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, même la sieste est considérée comme quelque chose de feignant. Alors que la sieste, c'est moins de stress. En France, ouais. Plus d'énergie. En France, un pays qui est un petit peu en retard. Et chez Google, ils font la sieste.
Dans les universités américaines, ils font la sieste. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les mecs vont être concentrés et on va pas être devant ton écran à buller pendant une demi-heure, à regarder 4 fois le même truc et à pas bouger comme ça. Voilà. Bon. Alors que si tu fais la sieste, tu récupères une super productivité et ça, les employeurs, ils passent à côté de ça. Ils veulent une entreprise efficace, mettez une salle de sieste. Tout le monde la fera pas, mais ceux qui la feront, ils seront en top. Ouais, ouais. Bon, est-ce que tu as déjà vu des personnes justement qui avaient tout mis en place et non? J'avais Monsieur P pour Monsieur Parfait. Monsieur Parfait, il a une routine, il me rendait Ah oui, jaloux. on a tous des monsieur parfaits. Ah ouais. Et Monsieur Parfait, trop fort. Monsieur Parfait, il avait une sorte, il m'appelait ça une sorte de tunnel pour aller dormir. Donc en gros, il avait son épouse. Il avait une petite heure avec son épouse, tu vois, il parlait, il était tranquille. Il prenait du GABA, qui est censé réduire le stress. Il prenait de la mélatonine pour assurer un bon sommeil. Et il faisait tout plein de trucs. Des Mhm. procédures, des choses pour se détendre, cohérence cardiaque, etc. Et Monsieur P, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, waouh, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter? Bon, en fait, j'ai tué sa routine. On va le dire tout de suite, j'ai tué sa routine. Je dis, ah, vas-y, ça t'en a besoin? Bof, non, ça t'en a besoin? Et en fait, Monsieur P, il prend plus de mélatonine, il prend plus de GABA, sa routine dure moins longtemps, et il dort 8 heures. Alors qu'avant, c'était 6 heures. Parce qu'en fait, finalement, peut-être qu'il mettait trop d'enjeux dans son sommeil, Ouais. là où le sommeil, c'est un lâcher-prise. Et ça, c'est quelque chose que tu dois rencontrer, où les gens disent, ouais, j'essaye de faire de la méditation, et ils sont là en mode, comme s'ils étaient aux toilettes, je fais de la méditation, je me détends, je me détends. Ça peut pas marcher. C'est le lâcher prise, les gars, c'est comme ça. Donc, Monsieur P, nous, on a travaillé sur le lâcher prise, on a dit, vas-y. Et lui, il avait essayé plein de trucs aussi. Parce que lui, le sommeil, il comprenait que c'était important, il dormait que 6 heures, et puis il était pas en super forme. Oui, il se mettait la pression pour dormir, quoi. Bah, en fait, il avait, si tu veux, la vie, en général, les enfants perturbent le sommeil, et pour certains, le sommeil ne se remet pas. J'ai pas mal ce profil-là aussi. Et en fait, c'est intéressant parce qu'une fois qu'on a dit, OK, bon, tes enfants ils dorment, comment tu fais? Bah, il a réussi à remettre ça. C'est vrai qu'il se mettait une certaine pression, sans que ce soit excessif, mais du coup, Hmm. il y avait une tension, si tu veux. Et quand Ouais, ton cerveau est sous tension, c'est pas là où il veut dormir. non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les produits que tu rencontres par exemple, tout ce qui est somnifère, anxiolytique, l'objectif, c'est un peu de mettre ton cerveau dans une gelée et que les pensées aillent plus doucement. Et que ça induise indirectement le sommeil. Mais tu te réveilles crevé quand tu prends des somnifères. Alors, le somnifère, c'est vraiment quelque chose que je recommande pas. Pendant des années, on les distribuait comme des bonbons, d'accord? Hmm. 5, 10 ans. Aujourd'hui, les recommandations, c'est 4 semaines. Hmm. Pourquoi? Parce que ton sommeil n'est pas de la même qualité. Et en fait, les gens qui prennent des somnifères ont les mêmes problèmes de santé que ceux qui dorment 6 heures par nuit. Donc, Ouais. maladie cardiovasculaire, cancer, Alzheimer. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les somnifères, les anxiolytiques, c'est pas une bonne idée. Parce que ça va, un petit peu comme l'alcool, ça va t'aider à t'endormir, mais ça va tuer la qualité de ton sommeil. Ouais, Le cerveau, ouais. il aime pas ça, en fait. On l'a forcé, donc quelque part, la qualité, elle est pas là. Je me bats contre ça, tu vois, parce que je trouve que c'est des choses dont on parle pas assez. Et c'est Bah tellement oui. facile d'aller en pharmacie et de dire, ah, je voudrais de la mélatonine. Ouais, mais ça change pas le problème. Et la mélatonine, d'ailleurs, en général, ceux qu'on prenne et qui ont des problèmes de sommeil, ils se réveillent la nuit. Ils arrivent à s'endormir, mais ils se réveillent la nuit. Mais oui, il faut en parler, d'où l'intérêt d'avoir cette discussion ensemble. C'est ça. Je pense que de toute façon, les gens doivent. Aujourd'hui, on a ce qui nous protège, s'appelle l'assurance maladie en ligne. Assurance Hmm. maladie. Quand tu es petit, on te donne un carnet de santé. C'est pas un carnet de santé, c'est un carnet de maladie. On Hmm. ne s'intéresse à toi qu'à partir du moment où tu es malade. Ouais. Et non, la naturopathie, elle nous dit pas ça. Elle dit putain, les gars, pardon, faut prendre soin de vous tous les jours pour être le moins souvent malade. Ouais, à la chinoise, quoi. Voilà. Bah, alors, la naturopathie, elle existait un petit peu aussi en France, mais ce qui s'est passé, c'est que quand la médecine est arrivée, la synchro-sainte médecine est arrivée, et on a dit, Bah oh, oui. on est trop fort, on va s'occuper des symptômes. Hmm. Et moi, l'exemple que j'aime bien donner, c'est tu vas voir ton médecin, t'as mal au ventre. Il dit, bon, on fait des examens. Il regarde les examens, il n'y a pas de péril à la vie. Ce n'est pas une maladie. Eh ben, il peut pas t'aider. Tu vas voir un naturopathe, il dit, bon, vous avez des problèmes digestifs, eh ben, c'est peut-être ça, changez un peu votre alimentation, on se revoit dans 2 semaines. Et à ce moment-là, ça change, ça transforme ou pas. Et à ce moment-là, Hmm. on réadapte. D'accord? On a Ouais. une phrase en naturopathie, c'est que ce qui est globalement vrai est spécifiquement faux. C'est-à-dire que nous, on a appris un truc, mais quand on va essayer sur toi, il va pas se passer du tout la même chose. Donc, on s'adapte. C'est ultra important, c'est toujours de la personnalisation, pas des conseils génériques que tu peux trouver. Oui, parce que de toute façon, on est des humains et que par définition, on est tous uniques et particuliers. Rajoute à ça, si tu as des origines asiatiques, africaines, tu vas pas par exemple digérer les fruits ou le lait de la même façon. Hmm.
Et aujourd'hui, les gens, c'est des questions que je pose quand les gens, par exemple, je dis, bah, est-ce que tu as des origines et tout, pour savoir si justement c'est normal, c'est pas normal. Et moi, il y a des trucs que je mange qui tuent le ventre des autres personnes à côté. On est tous différents, donc c'est ultra important de l'apprendre. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est qu'une douleur doit être traitée. Non pas contre la douleur, mais faire en sorte qu'elle n'apparaisse plus. Je redonne l'exemple des problèmes digestifs. Une personne de mon entourage a eu des problèmes digestifs pendant des années. Bon, c'est pas grave, on continue. Tu sais, c'est à l'ancienne, on ne se pose pas la question. Cette personne a développé donc une sorte de nodule sur les cordes vocales. Et elle a plein de problèmes digestifs qui l'affaiblissent et qui font que un rhume, au lieu de durer 3 jours, il dure une semaine. Et ça, c'est un signe chez moi. Quand tu viens me voir, je te dis, ton rhume, t'en as combien de fois par an et combien de fois ça dure? Si t'en as plus de 2 fois par an et que ça dure plus de 3 jours, t'as un problème. Ah, c'est pas censé durer 7 jours un rhume? Non, c'est pas censé. Tu peux avoir 3 jours un peu complexes, mais c'est 5 maximum. Mais normalement, voilà, c'est pas 7 jours. On est dans une société où on a baissé certains critères pour dire qu'on n'était pas malade. Il faut comprendre qu'il y a des enjeux derrière tout ça. Et ça, c'est un truc qui me bouffe, mais tu prends par exemple le seuil où on considère que tu as du cholestérol qui est dangereux. Et bien ce seuil, il y a quelques années, ils l'ont descendu. En disant, tous ces gens au-dessus, ils ont besoin de médicaments pour qu'on les aide. 3 millions de personnes qui prenaient des médicaments en plus. Imagine les milliards. Et en plus, on parle aux États-Unis, puis après, ça se diffuse. Hein. C'est encore une fois, il y a des gens qui sont derrière, qui veulent nous vendre quelque chose. Autant il y a certains critères qui peuvent être là pour nous protéger. Et j'ai vu un truc sur la vitamine D où on dit, par exemple, la vitamine D, le taux en France est trop haut. Ah bon? Il est trop haut. C'est-à-dire qu'on dit que pour éviter le rachitisme, on a levé le seuil pour dire il n'y a pas de problème. Parce que le rachitisme, si tu veux, c'est un trouble du développement chez le bébé qui manque de vitamine D, mais on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il arrive. Donc on a pris une grosse marge et on dit voilà. Mais sauf que si tu es en dessous, tu n'es pas en carence pour autant. Là, après, on sort de mon domaine et quand les gens me disent j'ai un problème en vitamine D, moi je les renvoie vers le médecin. Parce que j'ai des choses que je peux faire, il y a des choses, c'est la médecine. C'est complémentaire. Oui, non, mais après, c'est sûr que déjà les normes varient d'un pays à l'autre, d'un labo à l'autre, d'un médecin à l'autre. En même temps, c'est toujours une histoire de contexte. Mais je vais te donner un petit exemple qui, moi, me faisait halluciner. Il y a 15 ans, le seuil de calcium en France, pour être en bonne santé, était à 1400 mg. L'OMS nous donnait 500 mg. Et bah du coup, pourquoi? Parce que tu as les lobbies des produits laitiers qui disent des produits laitiers pour la vie, tout ça. Surtout que c'est pas dans le lait qu'il y a le plus de calcium. Non, et puis en plus, le lait baisse notre vitamine D. Et du coup, la vitamine D, c'est un antiphotocopieur, elle te protège des maladies. Voilà, et donc on a plein de problèmes avec ça, et nos pays qui consomment le plus de lait ont les plus gros taux d'ostéoporose. Donc tu es là, tu dis, ouais, mais c'est pas pareil. Arrêtez. Tu vois, c'est encore une fois, on est dans un système qui ne s'intéresse qu'à nos maladies, parce que les maladies rapportent. Une personne qui est malade, elle paye des médicaments de personne en bonne santé. Je suis très hygiéniste, moi, dans ma pratique, et il m'arrive de conseiller des compléments alimentaires. Il y a un seul complément alimentaire que je préconise dès que la personne mange peu de viande, c'est la vitamine B12. Et si tu veux, par exemple, moi, il y a des personnes sur LinkedIn qui sont là à te vendre des produits, des compléments alimentaires. Et je leur dis, mais si je vends vos produits, est-ce que je touche de l'argent? Ils m'ont dit oui. Je dis, je vends pas vos produits. Parce qu'en fait, si je vends vos produits et que je gagne de l'argent, est-ce que je le vends pour lui ou pour moi? Moi, j'essaye d'éviter ces biais, surtout que je me dis, ton alimentation, elle peut t'apporter énormément. Pas surtout. Malheureusement, il y a des choses qui, des fois, il faut se complémenter. Mais l'alimentation, elle peut apporter plein de choses. Mais c'est sûr que quand tu manges des pâtes et un steak haché, ça peut pas marcher. La B12 ne se mesure précisément que dans les urines. En fait, on a d'autres facteurs, par exemple la spiruline, on a certains groupes de vitamine B qui viennent perturber la B12. Et tu dis, ouais, il y a de la B12. Mais en fait, il faut vérifier avec les urines. Donc c'est un test à 150 €. Ah ouais. Il va être de ta poche, parce que la Sécu, ils en ont rien à faire. J'imagine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je recommande toujours de la B12 aux végétariens en disant, voilà, vous êtes végétarien, prenez de la B12. Cherchez pas. Et comme ça, vous protégez votre santé. Parce que les problématiques de B12, elles sont diverses et variées. D'accord? On sort un peu du sommeil, mais pas que. J'ai une personne qui est venue me voir et qui avait une alimentation par poche. Elle pouvait plus se nourrir, elle avait une opération qui était très mal passée, et donc elle avait une poche. Et elle me dit, Cédric, au fait, j'ai le syndrome des jambes sans repos. Pour ceux qui connaissent pas, vous avez envie de vous lever, et vous avez envie de taper les jambes sur le sol. C'est insupportable. Et en fait, je lui dis, écoute, montre-moi ta poche, il y a combien de B12? Parce que je sais que la B12, elle joue sur les nerfs, en fait. Elle joue sur le cerveau et sur ce type de choses. Et il n'y a pas assez de B12. Alors moi, je lui dis, écoute, je peux pas m'occuper de ton alimentation, puisque c'est ton médecin qui s'en occupe, il fait des poches, c'est lui qui décide ce qu'il te donne. Envoie un mail à ton médecin, et dis-lui,
Il semblerait que je sois en carence de B12. Est-ce que vous pourriez me conseiller une B12 ou quelque chose comme ça? La réponse du médecin, elle était simple. Non. Pas non, je sais pas. Pas non, venez me voir. Elle était non. C'est-à-dire qu'elle a le syndrome des jambes sans repos. Moi, je dis c'est peut-être la B12. Le médecin dit non. Démerde-toi avec ça. C'est-à-dire que il a appris qu'il y avait un problème, il a appris qu'il y avait peut-être une solution, sachant que nous, les naturopathes, on n'est pas forcément très bien vus par les médecins. Mais si tu veux, il lui a pas apporté de solution. Moi, quand des gens me posent des questions, moi, des fois, je les remets un petit peu au sport, ils me disent oh, j'aimerais bien faire plus de trucs. Va voir un coach sportif. Oh, moi, j'ai telle problématique. Va voir tel professionnel. Je peux les aider. Mais par exemple, si la personne me dit moi, je veux perdre du poids, je voudrais avoir mes calories, va voir un diététicien, ce n'est pas mon travail. Et ça, c'est ultra important de l'entendre, c'est que j'ai une limite. Je sais ma limite. Ouais. Si j'ai pas de limite, je suis dangereux pour les gens que j'accompagne. Donc du coup, cette scribe, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le nombre de B12. Je lui dis, écoute, commande de la B12, tu vas sur le site que tu veux, tu me donnes la posologie, et moi je te dis combien tu en prends. 15 jours plus tard, elle avait plus le syndrome des jambes sans repos. Donc, on a amené une solution là où lui n'a pas su présenter ça. Je vais maintenant défendre les médecins. Les médecins ont 15 minutes, 20 minutes pour régler ton problème. Ouais. Ils sont pas formés sur l'alimentation. Demande à un médecin de maigrir. Arrêtez les pommes de terre. Non, c'est nul. Non, mais voilà, t'es pas adapté pour ça. Et c'est OK. Donc, si tu veux, les médecins, ils ont pas le temps. Et pour avoir un salaire décent, c'est l'usine. Ouais. Et aussi, notre problème, c'est qu'on a travaillé sur que les maladies. Les gens, ils ont 10 ans d'études. Ils ont 3 heures de cours de nutrition. Donc, le médecin, il est nul en nutrition. Mais tu vois, c'est tout un système qui a été mis en place. On s'occupe que des maladies. Donc, je leur jette pas la pierre. Pour se former, c'est compliqué. J'ai un médecin qui m'a envoyé un truc en disant, regarde, être végétarien, c'est dangereux. J'ai regardé son truc, j'ai dit, tu rigoles ou quoi? Ils sortent des arguments en disant, ouh, la viande, c'est bon. C'est pour ça qu'on en a besoin. Oui, les chips, c'est bon, c'est pas pour ça qu'on en a besoin. Tu vois, non mais, à un moment, faut des arguments scientifiques. D'accord? Être végétarien, ça demande des adaptations, ça demande d'être vigilant sur certaines choses, mais c'est possible. Après, pour les enfants, tu vois, moi, je m'occupe pas pour les enfants, parce que c'est des choses où je veux pas toucher. Il y a des apports qui sont spécifiques, c'est très étudié. Et le médecin dont je te parle, lui, il était spécialisé dans les enfants. Donc, les apports, ils étaient bons, mais il recevait des publications qui, elles, étaient plus qui étaient aussi poussées par les lobbies. Donner de la viande, donner Gigos, donner tel ou tel. Bah, c'est comme les céréales au petit-déj, hein. C'est pareil. Le petit-déj, c'est le repas le plus important de la journée, avec des céréales et des tartines de Nutella. Oui, c'est ça. Merci, monsieur Tellox. Oui. Et moi, regarde, et le petit-déj salé, il a été poussé par les Américains parce qu'ils avaient des excédents de porc. C'est-à-dire que c'est pas forcément bon pour ta santé, mais ils ont dit, allez, prends du bacon le matin. Vas-y, tape-toi ton petit cholestérol le matin. Et il y a des personnes qui n'ont pas faim le matin, et c'est OK. Il y a des personnes qui n'ont pas faim le matin, mais parce qu'elles sont déjà sous pression, le cortisol est élevé, et ça, c'est pas bon. Et il y a des gens qui ont super faim le matin. Et là, on est tous différents. Boire d'abord un liquide, eau ou citron, avant d'attaquer la nourriture solide alors que ton corps il a jeûné pendant 8-10 heures. C'est mieux quand je pense. Je te rejoins là-dessus. Déjà qu'on ne boit pas assez d'eau, 1,5 litre à 2 litres, s'il vous plaît. On ne boit pas assez d'eau. Ça, c'est déjà un game changer pour les gens qui ont par exemple des problèmes de sommeil. Quand tu te réveilles la nuit, que tu as soif, ton corps il est en train de t'envoyer un signal. C'est des choses que j'ai rencontrées, et si tu veux, le manque d'eau, le manque d'hydratation, c'est le cerveau qui mouline, c'est le manque d'énergie dans la journée. Boire 1,5 litre, c'est le minimum. Si vous faites du sport, voire plus. C'est un petit peu contre-productif. Par exemple, j'ai une personne qui m'a dit, écoute Cédric, moi je bois pas trop d'eau pour pas aller faire pipi la nuit. Mais le problème, c'est que comme il fait chaud, ton corps il a besoin de transpirer. Et comme tu bois pas d'eau, il transpire pas. Donc il te réveille. Et comme il te réveille, bah tu vas faire pipi. Parce que la nuit, normalement, il y a un système qui fait qu'on va très peu faire pipi. À partir d'un certain âge, un peu plus. Surtout chez nous, les garçons. Mais si tu veux, aujourd'hui, par exemple, boire suffisamment d'eau quand il fait chaud, c'est permettre à son corps de transpirer, permettre à son corps de rester à une température basse et de dormir. Et ton corps, moi, il m'est arrivé de faire un déj en plein soleil pendant 3 heures. J'ai bu 4 litres d'eau. Je suis pas allé une fois aux toilettes. Parce que mon corps, il était en train de transpirer de partout. Et il dit, non, mais nous, c'est la transpiration. On va refroidir la température. Donc, le corps est bien fait pour ça. Et souvent, il y a des gens qui, la nuit, se lèvent et boivent de l'eau parce que leur corps envoie un signal qu'ils n'écoutent pas toute la journée. Et c'est ça qui est important. C'est aussi de se dire, mais j'ai les lèvres sèches, est-ce que j'ai pas besoin de boire? Et après, les gens, ils disent, oh, c'est bizarre, j'ai des calculs rénaux. Oh, c'est bizarre, j'ai la goutte. Oh, c'est bizarre, j'ai des maux de tête. Et tout ça, c'est l'eau. Si tu veux, il faut comprendre que rien qu'une aspirine pour les maux de tête, c'est la fluidification du sang. Tu bois 1 litre d'eau, tu vas faire du sport, ça fait pareil.
Mm. Tu fais les deux en même Ouais. temps, c'est top. Donc, quand vous avez mal à la tête, mesdames, il faut faire du sport. Vous n'avez plus aucune excuse. Je suis désolé. Non, je plaisante. J'ai jamais mal à la tête. Mais tu vois, c'est des trucs où des fois les gens me disent ça et je dis, mais vous buvez pas. Vous buvez pas. J'ai la peau sèche. Ah ben oui, mais il faut boire, il faut d'huile, il faut du. Non, mais c'est vrai qu'on boit pas assez en général. Bah, quand on s'aime, en fait, on prend soin de soi. Mm. Donc, quand on comprend que notre corps n'est pas déconnecté de notre cerveau, mais que si on le nourrit bien, ça va nous faire énormément de bien. Et il y a des gens, c'est juste leur tête. Ils travaillent juste leur tête. Il n'y a que leur tête qui existe. Le corps n'existe pas. Mais c'est important ce que tu dis là. Quand on s'aime, on prend soin de soi. Encore faut-il s'aimer. Ça, si tu veux, ça m'est arrivé aussi d'avoir des périodes de ma vie où ton objectif, c'est de te faire du mal, par exemple, dans une séance de sport, c'est de te punir. Là, on attaque aussi un problème qui est notre société judéo-chrétienne, où en gros, il y a les gentils, c'est bien, les méchants, non, culpabilité et tout. Mais la culpabilité ne sert à personne. Non. Aujourd'hui, la culpabilité, c'est génial. T'es passé au tribunal, t'as été condamné à 2 ans de prison, et toi, toutes les semaines, tu repasses devant le tribunal et tu te refais la scène. Et tu te repunis à nouveau, tu te remets des coups de fouet derrière en disant, Mm. oui, j'étais un vilain. Cette culpabilité, par exemple, c'est un des biais sur lesquels je vais forcément travailler. On parle de Mm. culpabilité. On parle de rancune aussi. Quand quelqu'un m'a fait du mal, bah ok. Si tu penses à lui et que tu as une émotion négative, tu lui donnes une énergie. Et cette énergie, tu en Ouais. as besoin, toi, dans la journée. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de congruence, et on peut parler de culpabilité, d'acceptation. D'accord. Mm. On peut ne pas pardonner tout le monde, mais plus tu mets une énergie négative dedans, plus ça te fatigue. Oui, puis ça te fait plus chez toi que la personne qui est déjà passée à autre chose. Ah oui, elle s'en fout. Les petits méchants, entre guillemets, ils en ont rien à faire. Ouais, c'est Voilà, ça. ils sont là, ils ont dit leur connerie, ils se sont barrés, démerde-toi avec Ouais, ça. c'est ça. Et Ouais, toi, t'es ouais. là en train de cogiter, ouais, pourquoi il m'a dit ça? Mais c'est peut-être parce que. Voilà. Ouais, ouais. Et là, en fait, il y a des gens qui sont très forts, et nos enfants sont très forts pour ça, pour appuyer sur les fêlures. Tu sais, notre gosse, il sait exactement comment faire pour t'énerver, tu vois. Et toi, t'es là, Mm. ah, putain, comment il est trop fort. Ben, il y a des gens dans notre entourage, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire pour que tu te sentes Ouais. pas bien. Et comme tu te sens pas bien, ils le font peut-être même pas exprès pour une partie d'entre eux. Ouais, non, c'est inconscient souvent. Comme tu te sens Mm. pas bien, ils sont là, ouais, je suis trop bien et tout. J'ai accompagné la personne dont je t'ai parlé tout à l'heure. Sa vie, ça a été un gruyère depuis le début de l'accompagnement parce qu'il lui arrivait plein de bricoles au niveau de santé et tout. Elle a reçu un message d'une amie, je mets des guillemets, vous voyez pas, je mets Mhm. des guillemets, qui lui a dit, écoute, je pense que tu es dans une secte parce que tu es trop heureuse avec tout ce qui t'arrive. Ah ouais. Donc si tu veux, quand tu vas bien, il y a des gens autour de toi, ils se sentent pas bien. Mais je pense que la personne était vraiment inquiète, peut-être. Parce que tu te dis, est-ce que c'est un déni? Est-ce que... Peut-être qu'elle s'est posé cette question-là. C'est beau, Erika, de le voir comme ça, mais ça fait Oui, partie. Après explication, après avoir étudié le truc pour vérifier, la personne, en fait, elle acceptait pas qu'elle aille bien. Parce qu'elle, elle n'était pas bien, mais pour des broutilles, si tu veux. Sa Hmm. santé n'était pas en péril. Donc, quand elle a vu ça, ça l'a fait chier. Hmm. Et souvent, moi, j'invite les personnes que j'accompagne, ils prennent les décisions qu'ils veulent, mais je leur explique qu'ils peuvent couper les liens toxiques, même avec leurs parents, même avec des proches. Et ça, quand tu leur dis ça, ils font ah bon, on peut? Mais non, on n'a pas le droit. Bah, comme tu dis, on est dans une société judéo-chrétienne. On n'a pas le droit de s'éloigner de ses parents, de couper les ponts. C'est très mal vu, enfin. Ouais, ouais. Sauf que ces personnes, ils t'apportent rien et ils te prennent de l'énergie. Et le bonheur va se construire dans ces décisions qu'on va faire. Certains continuent à avoir des relations, mais peut-être plus espacées, plus saines. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on change d'attitude, les gens autour, soit ils s'adaptent, soit ils partent. Hmm. C'est-à-dire que moi, j'ai des fois des personnes où je leur dis dès le début, je dis écoute, là, ce que tu m'as raconté, je sais pas si ton mari, ça va continuer. Est-ce que tu veux qu'on fasse l'accompagnement? Voilà, je préfère te le dire, soit il est capable de s'adapter, soit il va y avoir des ruptures. Parce qu'il y a Ouais. déjà des sacrées fêlures quand elle me parle de ça, hein, tu vois. Et quand la personne, je l'aide à aller mieux, bah, elle veut se débarrasser de ce qui la gêne. Donc, soit J'ai il va- déjà eu ça en accompagnement. C'était pas du tout prévu. La dernière séance, elle me dit oh, je vais divorcer. What? Et je le dis comme ça. Oh, mais c'est bon, c'est fait. Ah ouais, ouais, elle m'a dit je vais divorcer. Je fais what? Je me doutais que ça irait pas et que voilà, mais c'est vrai que bah, forcément quand on change, quand on apprend à prendre soin de soi, à savoir qui on est, ce qu'on veut, à plus vouloir voilà, de cette toxicité, de ce qui nous fait du mal, ben oui, forcément, soit l'autre s'adapte, soit il s'en va. Hein. C'est ça. Mais en général, ils aiment pas trop. Non, parce qu'en plus, nous, les garçons, on est trop forts. On n'a pas besoin de changer, tu vois.
Bah non. Mais non, j'ai pas besoin de psy, j'ai pas besoin de travailler sur moi, tout va bien. Bah non. Mm. Ouais. Puis on voit ce que ça donne après, le nombre de suicides. Si tu veux, c'est ce qui fait peur aujourd'hui, c'est que on est même dans un monde où moi je rencontre des personnes et qui me disent Cédric, j'hésite à travailler avec toi parce qu'il y a des coachs de tout. Mm. Tu vois? Et quand Ouais. je parle avec moi, j'ai parlé avec une coachée, je lui ai dit ouais, c'est super ce que tu fais et tout. Elle n'avait pas réussi tous ses objectifs. Et elle me dit, t'es le premier coach qui me dit ça. Je dis, bah comment ça? Bah tu m'encourages de ce que j'ai réussi. Ouais, c'est normal. Bah oui. Les autres, ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait quoi? Ils ont dit, si tu n'appliques pas ma méthode A, tu n'auras pas les résultats B. Mm. Et ça, le coaching. Le coaching, c'est de s'adapter, tu vois. Et comme moi, j'entends des trucs comme ça, les bras m'en tombent. Et je me dis, mais en fait, qui se décrète coach aujourd'hui? Qui dit, Mm. je suis coach sans formation? Moi, ma formation, elle m'a fait énormément de bien. Je suis passé de la posture de gourou, où moi, j'ai essayé des trucs, c'était super, à qu'est-ce que toi, tu as besoin? J'ai pas la vérité, j'ai pas la science infuse. Donc, on essaye, ça marche, tant mieux, ça marche pas, ok. Je cherche Ouais. d'autres techniques. Donc, c'est pour ça que des fois, ça me fait peur. Ce monde Ouais. du coaching aujourd'hui où il y a des coachs pour un oui ou pour un non. Et le coaching préféré, c'est suite à un burn-out, je t'aide à éviter mon propre burn-out. Je les adore, ces gens-là. Ils sont Ouais. très compétents. Mais quelque part, tu dis putain, tu l'as pas vu venir et tu veux. Voilà. Le truc, c'est oui, à partir du moment où tu te dis j'ai vécu ça, du coup, je vais te l'appliquer à toi, c'est pas du coaching en fait. Non, on est sur du mentorat. Suis mon programme, suis ma façon dont j'ai travaillé, tu peux obtenir des C'est résultats. ça. Mais ça Mm. s'applique pas à tout le monde. Non. Et tu vois, moi, j'avais suivi un podcast comme ça où la nana, elle expliquait que le coaching lui prenait énormément d'énergie, ça la fatiguait. Donc, elle s'est transformée en mentor. Elle dit, Mm. suivez mon expérience, si ça vous suffit, ok. Elle voulait pas Ouais. s'adapter. Moi, Mm. je sors d'une séance de coaching, je me fais des bisous à la main, je danse, j'adore. Je ressors de là avec beaucoup plus d'énergie. Tu Ah vois? oui. Et, et c'est Mais parce c'est que, vrai qu'au début, ouais, je trouvais ça crevant parce que je vais pas analyser là pourquoi, mais c'est vrai qu'avec le temps, quand c'est plus fluide, quand tu te mets moins la pression et que tu laisses en fait le client venir amener ce qu'il a amené et repartir avec ce avec quoi il doit repartir, bon, en fait, tu déposes pas toi toute ta charge dessus. ouais, c'est un point que tu touches et c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire, c'est justement allez, moi j'ai une personne qui me dit ah ouais c'est super j'ai obtenu non mais on pourrait aller plus loin, non ça lui convenait, elle avait Mm. fait sa petite marche et je peux pas lui en vouloir parce qu'on est tous là. Moi je me fais accompagner par exemple sur le marketing, sur tout ça. Ouais, j'ai appris plein de trucs mais j'ai besoin à chaque fois d'avoir des petites marches, Ouais. d'avancer et c'est ok, on fonctionne tous comme ça. On s'est complètement éloigné du sujet du sommeil, cela dit, mais Oui, ainsi soit-il, ainsi soit-il. mais voilà, c'est que ça devait se faire, c'est que tout est intéressant. Enfin, je pense que ça intéressera d'autres aussi. Pour reparler du sommeil, est-ce que tu as d'autres choses à dire, des questions que je t'aurais pas posées ou des choses que tu aurais voulu dire à un moment que t'as pas pu? Le sommeil, on a 5 piliers en naturopathie. D'accord? On a activité physique, le mouvement. D'accord? 80% de nos neurones sont dédiés au mouvement. Allez courir, vous serez heureux. Les enfants de 3 ans, ils sont heureux parce qu'ils bougent tout le temps. L'alimentation. D'accord? Je vous laisse votre alimentation. Vous voyez, hein, les légumes sont vos amis, surtout. La gestion du stress. Le stress n'est pas un ennemi, c'est une énergie. Par contre, si vous le laissez vous bouffer, si vous laissez votre chef vous mettre cette pression, ouais, à un moment, ça va vous épuiser. Mm. La reconnexion à soi. Qui vous êtes? Est-ce que vous faites les choses avec le cœur? C'est ultra important. Parce que aujourd'hui, on est dans une société qui ne nous convient pas forcément. D'accord? Moi, je vois des gens dans la rue, c'est toujours quelque chose qui m'emmerde. Mais est-ce que vos actes, correspondent à la personne que vous voulez être? Et la dernière chose, le dernier pilier, c'est le sommeil. Et le sommeil, si je l'ai pris en dernier, c'est parce qu'il va jouer sur tout ça. Quand vous dormez pas, vous avez plus d'idées noires. Quand vous dormez pas, le stress vous envahit beaucoup plus vite. Quand vous dormez pas, vous êtes beaucoup plus attiré par le chips, le saucisson et les bonbons que quand vous dormez. Et pour le sport, votre cerveau, quand il est fatigué, il n'a pas envie d'aller se dépenser. Je vais juste rajouter une petite étude qui est plutôt flippante pour ceux qui disent « Ouais, mais moi je dors 6 heures, mais je fais du sport. » Sur 10 ans, ils ont pris un groupe qui faisait 6 heures de sport, 6 heures de sommeil, et 1 heure de sport. Et bien ce groupe est en moins bonne forme que le groupe qui dort 7 heures et ne fait pas de sport. C'est-à-dire qu'1 heure de sport ne remplace pas le sommeil. Alors maintenant, si vous faites 7 heures de sommeil et 1 heure de sport, c'est encore mieux. C'est royal. Super santé. Mais voilà, c'est 2 choses qui sont importantes de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on sous-estime l'importance du sommeil. Dans les 5 prochaines années, on va en parler, on va matraquer ça en disant dormez, 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 si on veut s'intéresser à notre santé.
Mais aujourd'hui, il est sous-estimé. Et plus on étudie le truc, moi, plus je fais des recherches, plus je regarde des choses, plus on se rend compte de l'ampleur que ça a. De tous les facteurs sur notre santé. Donc, vous pouvez mal manger pendant 30 ou 40 ans et vous en connaissez des comme ça. Vous pouvez pas faire de sport pendant 60, 70 ans, mais avoir une petite activité. C'est ok, vous les connaissez, ces gens-là. Mais si vous dormez mal, ils ont détecté le premier Alzheimer avant 45 ans à cause des insomnies. Une fois qu'ils ont réglé son problème de sommeil, il n'avait plus Alzheimer. Donc si tu veux, c'est juste comprendre aujourd'hui les problématiques que ça peut amener. Maintenant, pour tous nos amis entrepreneurs qui écoutent ce podcast, quand vous dormez 6 heures, quand vous travaillez 8 heures, vous avez perdu 2 heures de votre journée en productivité. Parce que votre cerveau, il travaille en vitesse lente. Donc une fois qu'on comprend ça, on comprend qu'une fois que j'ai dormi, ma journée, elle peut être beaucoup plus courte et plus efficace. Et après, si tu veux qu'on en parle, moi j'ai des milliers de choses à parler sur le sommeil. Mais voilà. J'imagine. Et attends, une question quand même, somme toute importante. Pour toi, il faut dormir combien de temps? Qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui est pas assez? Alors, il y a des études qui nous disent entre 7 et 8 heures. Je vais t'expliquer juste après comment les gens vont pouvoir faire pile poil. À partir du moment où tu dors 9h30 à plus de 9 heures, tu commences à avoir les mêmes problèmes que de dormir moins de 7 heures. En fait, ceux qui dorment beaucoup, et j'ai travaillé avec une personne comme ça, et en fait, je me rends compte qu'il y a une sorte de repli. De dormir 10 heures, c'est pour se protéger du monde, en quelque sorte. Bah, t'évites, ouais. Les gens en dépression, souvent, ils dorment soit beaucoup, soit pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il faut entre 7 et 9 heures. Si tu veux savoir combien d'heures tu as besoin, tu prends 3 jours où tu as ni d'obligation le soir, ni d'obligation le matin. Tes enfants, je sais pas, tu les mets dans un avion, puis ils vont se balader. Alors, la première nuit, tu vas récupérer de ce que tu n'as pas récupéré. La deuxième, tu vas t'ajuster. Et la troisième nuit, tu as pile poil le nombre d'heures dont tu as besoin. D'accord. Et tu laisses un réveil naturel. Tes yeux s'ouvrent, tu dis, oh, je suis en forme, on y va. Et là, tu sauras combien d'heures tu as besoin. Je vais refaire le test, je te dirai. Moi, j'ai besoin de 7h30. En dessous, 7 heures, ça va. 6h30, je commence à être chafouin, tu vois, je commence à avoir une tête. Mais maintenant, il faut comprendre que tu peux faire une petite nuit. Moi, j'ai un chef d'entreprise, il faisait 6 heures. C'est ok, il fait 6 heures. Par contre, le lendemain, il faisait 8 heures. Il pouvait faire 8 heures, il faisait 8 heures. Et ça, c'est ok de... Tu peux récupérer en partie une nuit. D'accord ? L'idéal, c'est, si par exemple tu travailles de nuit, tu es infirmière de nuit, l'idéal, c'est qu'une fois que tu as récupéré ta nuit, tu peux faire une sieste d'1h30. Nous, les gens lambda qui travaillons de jour, la sieste, elle doit durer 20-23 minutes. D'accord ? 23 ? 20 à 30 minutes. Ah, j'ai compris 23 minutes. Elle pourrait durer 23 minutes. Moi, celle de ce midi, elle a duré 15 minutes, par exemple. Au bout de 15 minutes, j'ai ouvert les yeux, j'étais bien. Mon corps, il me dit, c'est bon. Si tu es très fatigué, le problème, c'est ne pas se rendormir. Mais là, on arrive sur d'autres astuces, sur d'autres trucs. Bref, pour savoir tout ça, il faut te contacter et faire un bilan. Et surtout, au-delà de ce bilan, moi, je vais essayer d'apporter le maximum de valeur parce qu'une partie des gens n'ont pas besoin de travailler avec moi. Ils ont besoin de comprendre. Donc là, si tu veux, le mois d'août commence. Donc là, je vais commencer à travailler sur des vidéos, des choses où les gens, t'as besoin de quoi? C'est quoi ton problème? Regarde la vidéo. Regarde ça. Ah. Et comme je t'ai dit, j'ai rencontré des gens, rien qu'en parlant, ils me disent, aujourd'hui, je dors 8 heures, c'est vrai que je suis super bien. Et ben, c'est tout. En fait, moi, bien sûr que je gagne de l'argent à travailler avec des personnes. Oui, parce que cette société ne me laisse pas le choix. Mais moi, ce que je veux, c'est que le maximum de personnes soient en forme. C'est tout. C'est idiot, je veux encore sauver le monde. Bah, je pense que en tant que coach, en général, c'est un peu tous notre credo d'impacter. Enfin, je parle toujours de l'effet papillon, mais par effet papillon, toucher une personne qui en touchera une autre, etc. Exactement. D'avoir des sujets, et aujourd'hui, plutôt que de parler de nos chers politiques qui font rien pour nous, d'avoir des vrais sujets autour de sujets de santé. En disant, toi, tu dors quand? Est-ce que ça va? Tu dors combien d'heures? Tu vois, c'est une question qu'on pose jamais aux gens. Et pourtant, si tu regardes, tu as une personne sur 5 qui a des problèmes de sommeil réguliers. Donc, c'est important de pouvoir transmettre ça. Le savoir se multiplie. 1 plus 1 égale 3. Et si on peut transmettre ça et sauver des gens qu'on connaît pas, mais peu importe, et ils vont mieux, vas-y, c'est cadeau. Après, j'aimerais bien voir la tête de ma voisine si je veux la voir. Salut, t'as dormi combien d'heures? Ah ouais, mais comment tu dors? Pour plutôt que ce bonjour, ça va en entreprise, bonjour, ça va? Et là, tu réponds non, je vais pas bien. Et hop, il passe à la personne d'à côté. Là, tu t'intéresses à la personne, tu dis ça va? Tu m'as l'air fatigué et tout. Et c'est intéressant, ça fait un débat, et puis surtout, ça permet des fois aux gens juste de poser. Les relations humaines, elles sont ultra importantes dans notre épanouissement. La solitude. C'est l'un des 5, ça fait partie l'un des 5 oui, points bon, sur la relation à soi-même et la reconnexion. Faudrait que j'en parle un peu plus d'ailleurs, mais c'est important. Ouais. Même parler à ton facteur, lui dire bonjour, ça te fait du bien dans ton cerveau. Même ton pire ennemi, tu vas manger avec lui au restaurant et t'as pas vu personne pendant 1 mois, ça te fait du bien dans ton cerveau. Je sais pas si t'imagines.
Donc bon, allez, je vais pas trop déborder. C'est déjà trop tard, mais Bon, un petit mot pour la fin? prenez soin de vous, prenez soin de votre sommeil. C'est tout. Voilà. Et personne ne fera mieux que vous-même. Et pour te contacter, ils font comment? Eh ben, s'ils veulent me contacter, moi je suis éventuellement présent sur LinkedIn. C'est là où je communique le plus. Et après, vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur Facebook, quoi que ce soit. Voilà. Où moi je délivre toujours de la valeur. J'ai une newsletter justement pour que les gens comprennent. On ne peut pas changer ce qu'on n'a pas conscience. Une fois que tu as conscience, tu peux le changer tout seul. Ok, Cédric, créateur de Scribe. C'est ça. Mais bien, en tout cas, c'était cool ce petit podcast, Erika.